Le champagne pétillait encore dans mon verre quand le premier missile a explosé au-dessus de la mer. J'étais assis à la terrasse du Nobu, Palm Jumeirah, ce restaurant perché au 52e étage avec cette vue imprenable sur le golfe Persique. C'était censé être un dîner de travail tranquille. Je suis journaliste pour Le Figaro, en mission à Dubaï pour couvrir les tensions régionales. Ironique, non? Je venais interviewer des expatriés français sur leur sentiment de sécurité dans la région. On se sent complètement protégé ici, m'avait dit un banquier de BNP Paribas 3 heures plus tôt. Dubaï, c'est un cocon. La guerre, c'est ailleurs. Ailleurs. J'ai commandé des huîtres et un sashimi de thon. Le serveur, un Philippin souriant, m'avait recommandé le saké premium. « Monsieur va adorer », avait-il dit en français avec son accent chantant. J'avais même pris quelques photos de la vue pour les envoyer à ma femme Sophie, restée à Paris avec nos jumeaux de 7 ans. « Papa travaille dans un endroit de rêve », avais-je écrit. Elle m'avait répondu par un emoji qui pleure de rire. « Profite bien, nous on mange des pâtes devant la télé. » La télé. Si seulement j'avais regardé les infos avant de sortir dîner. Si seulement j'avais su qu'à cet instant précis, des chasseurs américains décollaient de leur porte-avions pour l'opération Epic Fury. Si seulement j'avais su que l'Iran préparait sa riposte. Mais je ne savais rien. J'étais en train de savourer cette première huître, ce goût iodé qui me rappelait les week-ends à Arcachon avec les enfants, quand le ciel s'est embrasé. 21h47. Je me souviens de l'heure exacte, parce que j'étais en train de consulter mes messages. Sophie venait de m'envoyer une photo des jumeaux en pyjama, brossant leurs dents. « Ils t'embrassent fort, papa. » Mon cœur s'était serré. 3 jours encore avant de les revoir. C'est là que ça a commencé. Une lueur orange, immense, qui a illuminé tout l'horizon ouest. Comme si le soleil se levait en pleine nuit, mais en orange vif, presque rouge. Tous les convives se sont figés. Les conversations se sont interrompues d'un coup. Le silence était si dense qu'on entendait le clapotis de la piscine à débordement, 40 étages plus bas. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a murmuré une femme à la table d'à côté. Un homme s'est levé, portable à la main, filmant déjà. « C'est magnifique », a-t-il dit. « Magnifique ». Il pensait que c'était un feu d'artifice, un spectacle. À ce moment-là, nous pensions tous que c'était un spectacle. Puis la deuxième explosion a eu lieu. Plus proche, beaucoup plus proche. Le bâtiment a tremblé. Pas beaucoup, juste une vibration légère, comme quand un camion passe dans la rue. Mais nous étions au 52e étage. Il n'y avait pas de camion ici. Les verres ont tintinabulé sur les tables. Mon champagne a débordé sur la nappe blanche. Le serveur philippin est arrivé en courant, les yeux écarquillés. « Monsieur, il faut peut-être… » Il n'a pas fini sa phrase. Sa voix tremblait. C'est là que les portables ont commencé à sonner, tous en même temps. Une cacophonie de sonneries, de notifications, de vibrations. Les gens décrochaient, parlaient fort, se levaient, gesticulaient. « Qu'est-ce qui se passe? Tu vois les explosions? » « Non, je ne sais pas où je suis exactement. Attends. » Moi, j'ai appelé Sophie, directement sur sa messagerie. « Le numéro que vous demandez n'est pas joignable actuellement. » J'ai raccroché, rappelé, même message. Encore, encore. Ma main tremblait déjà. Le manager du restaurant est arrivé. Un homme en costume sombre, sourire crispé, geste saccadé. « Mesdames et messieurs, par mesure de précaution, nous vous demandons de bien vouloir regagner le lobby de l'hôtel. Il ne s'agit que d'une mesure préventive. » Sa voix était posée, professionnelle, mais ses mains tremblaient en tenant son talkie-walkie. Préventive, le mot qui fait peur. Je me suis levé. J'ai laissé 200 dirhams sur la table. Les huîtres étaient intactes dans leur coquille. Le champagne pétillait toujours. Dans l'ascenseur, nous étions 12. Personne ne parlait. On entendait juste les bips des téléphones, les tentatives d'appel, les « Allô? Allô ?» dans le vide. Une dame âgée pleurait doucement. Son mari lui tenait la main. « Ce n'est rien, Edith, ce n'est rien. » Mais lui aussi était livide. Les portes se sont ouvertes au rez-de-chaussée. Le lobby grouillait de monde. Des clients de l'hôtel en peignoir, des touristes avec leurs appareils photo, des employés qui couraient dans tous les sens. Les écrans plasma diffusaient CNN International. Breaking news, explosion reported across Gulf region. J'ai attrapé un employé par le bras. Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe exactement? Il était jeune, indien. Son badge indiquait Raj, Guest Relations. Monsieur, nous n'avons pas d'informations précises. On nous dit que c'est sous contrôle. Sous contrôle. Qu'est-ce qui était sous contrôle? Les explosions? Les missiles? Ma peur? J'ai trouvé un coin tranquille près des toilettes et j'ai rappelé Sophie. Cette fois, ça a sonné. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Allô? Sa voix endormie, confuse. Il était 19h47 à Paris. Sophie, c'est moi. Marc? Qu'est-ce qui se passe? Tu as une voix bizarre. Comment lui expliquer? Comment dire à sa femme qu'on dîne tranquillement et que soudain le ciel prend feu? Il y a des explosions ici. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais bien, mais la ligne a grésillé. Marc? Marc, tu es là? Oui, je suis là. Écoute-moi bien. Je vais peut-être rentrer plus tôt que prévu. Coupé. J'ai rappelé. Numéro non joignable. Encore. Rien.
Je suis retourné vers les écrans. CNN montrait des images aériennes de Doha, des colonnes de fumée noire montées de plusieurs quartiers. Le présentateur parlait vite, son prompteur défilait en urgence. We are getting reports of coordinated strikes across multiple Gulf cities. Abu Dhabi, Doha, and now Dubai appear to have been targeted in what Iranian officials are calling a response to Operation Epic Fury. Iran, missile, riposte. Les mots claquaient dans ma tête comme des gifles. Un homme près de moi, britannique d'après son accent, parlait fort au téléphone. Non, non, on ne peut pas sortir de l'hôtel. Ils nous disent d'attendre. Il y a eu des explosions sur la côte. Oui, sur Palm Jumeirah. Je ne sais pas quoi te dire, chérie. Je ne sais pas. Sur Palm Jumeirah. Nous y étions, sur Palm Jumeirah. Je me suis dirigé vers la sortie. Un agent de sécurité, un colosse soudanais, m'a barré le passage. Désolé, monsieur, on ne sort pas pour l'instant. Pourquoi? Ordre de la police. Confinement préventif. Confinement. J'ai insisté. Je lui ai montré ma carte de presse. Je suis journaliste français. Je dois... Désolé, monsieur, personne ne sort. Alors j'ai attendu. Assis dans un fauteuil en cuir beige, face aux baies vitrées qui donnaient sur la marina. Au loin, des bateaux s'agitaient. Certains semblaient partir en urgence. Leurs feux de navigation clignotaient dans la nuit. D'autres restaient à quai, éteints, silencieux. J'ai tenté de joindre ma rédaction. Le numéro de la permanence du Figaro. Allô, c'est Marc Dubois depuis Dubaï. Il faut que je vous parle. Marc, on essaie de te joindre depuis 1 heure. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Enfin, une voix familière. Laure, la chef des infos internationales. Je ne sais pas exactement. Il y a eu des explosions. Je suis bloqué dans mon hôtel. Les gens parlent de missiles iraniens. On a les dépêches Reuters. Abu Dhabi a été touché. Il y aurait un mort civil. Premier mort civil dans le Golfe depuis le début du conflit. Tu es en sécurité? Un mort civil. Comme moi. Comme nous tous ici. Pour l'instant, oui. Mais Laure, il faut que tu saches. Si la ligne coupe, si vous n'avez plus de nouvelles. Marc, ne dis pas ça. Tu vas bien. Tu vas rentrer. Elle mentait. Sa voix tremblait aussi. La ligne a tenu cette fois. J'ai pu parler 10 minutes, dicter quelques lignes. Dubaï, 22h15, heure locale. Les explosions ont commencé vers 21h45. Les clients de l'hôtel Atlantis The Palm sont confinés dans le lobby. L'atmosphère est tendue, mais pas de panique. Les autorités locales restent discrètes sur la nature exacte des incidents. Incident. J'écrivais incident pour des missiles iraniens. Le langage de la presse, ces mots qui adoucissent l'horreur. Vers 23h, un responsable de l'hôtel nous a rassemblés. Costume froissé, cravate de travers, gouttes de sueur sur le front. Mesdames et messieurs, nous avons reçu des instructions des autorités. La situation dans la région est délicate. Pour votre sécurité, nous vous demandons de regagner vos chambres. Le service d'étage reste disponible. Évitez les balcons et les fenêtres. Nous vous tiendrons informés. Délicate. Encore un mot qui ment. Dans l'ascenseur qui montait vers ma chambre, au 34e étage, j'étais seul. Je me suis regardé dans le miroir. Mes cheveux étaient décoiffés. Ma chemise blanche était froissée. Mes yeux étaient rouges. Je ressemblais à un homme qui venait de comprendre quelque chose d'important. Quelque chose qu'on préfère ne jamais comprendre. Ma chambre donnait sur la mer. J'ai éteint les lumières et je me suis approché de la baie vitrée. Au loin, vers l'ouest, une lueur orange persistait à l'horizon, comme si le soleil refusait de se coucher. Des hélicoptères tournaient en rond. Leurs projecteurs balayaient la surface de l'eau. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Connexion Internet coupée. J'ai essayé le Wi-Fi de l'hôtel. Réseau temporairement indisponible. Ils avaient coupé Internet. Pourquoi coupe-t-on Internet? Pour éviter les fuites, pour contrôler l'information, pour que les gens ne voient pas ce qui se passe vraiment. J'ai rallumé la télé de la chambre. CNN International était remplacée par des programmes locaux en arabe. Je ne comprenais rien, mais les images parlaient d'elles-mêmes. Des pompiers, des ambulances, des cordons de police. Une carte du Golfe avec des points rouges qui clignotaient. Abu Dhabi, Doha. Et là, sur la côte émirati, un point rouge qui pulsait. Dubaï. Nous. J'ai tenté de rappeler Sophie. 2h du matin à Paris. Elle décrocherait, angoissée. Mais le réseau était saturé. Tous les circuits étaient occupés. Des milliers de gens comme moi essayaient de rassurer leur famille, de dire qu'ils allaient bien, qu'ils rentreraient bientôt. Alors j'ai attendu. Assis sur le lit king size, face à cette baie vitrée qui encadrait la nuit du Golfe, j'ai pensé aux jumeaux, Léon et Emma. Est-ce qu'ils dormaient? Est-ce que Sophie leur avait dit quelque chose? Papa travaille loin, mais il va bien. Elle mentait si bien quand il fallait protéger les enfants. Vers 3h du matin, des coups ont résonné dans le couloir. Des coups secs, répétés, de porte en porte. J'ai entrouvert la mienne. Un homme en uniforme kaki, policier ou militaire, je n'ai pas bien vu. Monsieur, vous êtes de quelle nationalité? Française. Passeport français? Oui. Il a noté quelque chose sur un carnet. Vous restez dans votre chambre. Demain matin, peut-être des instructions. Peut-être.
J'ai refermé la porte et j'ai poussé le verrou. Ridicule. Comme si un verrou pouvait arrêter des missiles. Le sommeil n'est pas venu. Je suis resté allongé, habillé, chaussures aux pieds. Prêt à quoi? À fuir? Vers où? Palm Jumeirah est une île artificielle. Une presqu'île plutôt. Pour sortir, il faut passer par le pont. Un seul pont. Et s'il le fermait? Et s'il l'avait déjà fermé? Vers 5 heures, j'ai entendu des sirènes au loin. Puis des voix dans le couloir. Des gens qui parlaient vite, en anglais. Embassy says immediate departure. All flights cancelled. They're organizing buses. Je suis sorti. Dans le couloir, une dizaine de personnes en pyjama, en robe de chambre, valise à la main. Ils avaient tous la même expression. Cette expression qu'on a quand on réalise qu'on n'est plus en vacances, qu'on n'est plus en sécurité, qu'on est peut-être en danger. Une dame américaine, la soixantaine, brandissait son téléphone. L'ambassade américaine organise une évacuation d'urgence. 20 000 Américains dans la région. Bus vers l'aéroport dès 6 heures. Elle s'est tournée vers moi. You're American? French. Oh, I don't know about French evacuation. Sorry. Évacuation française. Je n'y avais même pas pensé. J'ai composé le numéro de l'ambassade de France à Dubaï. Messagerie. En raison des circonstances exceptionnelles, nos lignes sont saturées. Si vous êtes ressortissant français et souhaitez quitter le territoire émirati, rendez-vous dès que possible au consulat. Avenue Sheikh Zayed Road. Munissez-vous de vos papiers d'identité et d'un bagage de cabine uniquement. Dès que possible. Avenue Sheikh Zayed Road. À 30 km d'ici. J'ai fait ma valise en 10 minutes. L'essentiel. Ordinateur, appareil photo, papier, quelques vêtements. Le reste, je l'ai laissé. La trousse de toilette, les souvenirs pour les enfants, le livre que je lisais. Tout ce qui fait qu'on était en voyage et pas en fuite. Dans le lobby, c'était l'exode. Des familles entières, des couples âgés, des hommes d'affaires au téléphone. Tout le monde avait la même idée. Partir, vite, avant que ça empire. Car ça allait empirer, nous le sentions tous. Le concierge, ce Libanais élégant qui m'avait conseillé les meilleurs restaurants la veille, était livide. « Monsieur Dubois, vous partez aussi ?» Je pense, oui. C'est bien, c'est plus prudent. Nous, on ne peut pas partir. C'est chez nous ici. Chez nous. Pour certains, la guerre vient chez eux. Pour d'autres, comme moi, on peut fuir. Comment je fais pour aller au consulat? Les taxis ne sortent plus de Palm Jumeirah, mais il y a des bus. Bus d'évacuation, pour les étrangers. Il m'a montré la sortie. Là-bas, dans la rue, il y en a un qui attend. J'ai pris ma valise et j'ai traversé le lobby. Dehors, l'air était chargé d'une odeur que je n'arrivais pas à identifier. Pas de la fumée, pas des gaz d'échappement. Quelque chose de chimique, d'âcre. L'odeur de la peur peut-être. Le bus était là, un autocar blanc, immatriculé aux Émirats. Une vingtaine de personnes faisaient déjà la queue. Européens, Américains, quelques Asiatiques. Nous avions tous la même valise, le même regard inquiet, la même hâte de partir. Le chauffeur, un Pakistani souriant, vérifiait les passeports. French? Yes. Ok. Embassy Sheikh Zayed Road? Yes, please. Il a pointé un siège au fond. Welcome aboard Evacuation Bus. Evacuation Bus. 2 mots que je n'aurais jamais imaginé entendre un jour. Le bus a démarré vers 7 heures. Nous avons quitté Palm Jumeirah par l'unique pont. J'ai regardé par la fenêtre. Cette île artificielle en forme de palmier, ce symbole de la démesure émirati, ce rêve architectural. Hier, j'y prenais des photos pour impressionner mes collègues parisiens. Aujourd'hui, j'en partais comme un réfugié. Sur l'autoroute Sheikh Zayed, la circulation était dense mais fluide. Beaucoup de véhicules roulaient vers l'aéroport. Des taxis, des voitures particulières, d'autres bus d'évacuation. Nous n'étions pas les seuls à fuir. Dans le bus, personne ne parlait. Une femme pleurait doucement, au 3e rang. Son mari lui caressait les cheveux. On va retrouver les enfants, Sylvie. On va rentrer à la maison. Des enfants, comme moi, comme nous tous peut-être. J'ai tenté encore d'appeler Sophie. Cette fois, ça a sonné. « Marc? Mon Dieu, Marc, ça fait des heures que j'essaie de te joindre. » Sa voix était brisée. Elle avait pleuré. « Je vais bien. Je suis dans un bus. Je vais au consulat. Je rentre. » Quand? Je ne sais pas. Dès que possible. Il faut que je te laisse. On arrive. Marc, attends. Les enfants, ils ont vu les images à la télé ce matin. Ils demandent si papa va bien. Qu'est-ce que je leur dis? Qu'est-ce qu'on dit à des enfants de 7 ans? Que papa était en train de dîner tranquillement quand des missiles ont explosé? Que papa a eu peur? Que papa ne sait pas s'il va pouvoir rentrer? Dis-leur que papa va bien, que papa les aime, que papa rentre bientôt. D'accord, fais attention à toi, je t'aime. Moi aussi. La ligne a tenu cette fois, jusqu'au bout. Le consulat français était un chaos organisé. 300 personnes, peut-être plus, faisaient la queue dehors. Des familles, des couples, des hommes seuls comme moi. Tous français, tous dans la même situation. Le personnel consulaire, dépassé mais professionnel, orientait les gens par groupe. Famille avec enfants en bas âge par ici. Personne seule, que de gauche.
J'ai attendu 4 heures. 4 heures debout, au soleil, valise à la main, à écouter les histoires des autres. Cette retraitée de Marseille qui visitait ses petits-enfants expatriés, on devait rester encore une semaine. Ce couple de jeunes mariés en voyage de noces. On était à la plage quand ça a commencé. On a tout laissé à l'hôtel. Cet ingénieur de Total en mission longue. Ma femme me supplie de rentrer depuis 3 jours. Elle avait raison. Vers midi, mon tour est arrivé. Bureau 3. Un fonctionnaire consulaire épuisé, chemise trempée, lunettes de travers. Monsieur Dubois, journaliste. Vous étiez où exactement hier soir? Palm Jumeirah, restaurant du Nobu. Il a noté. Des blessés dans votre secteur? Pas que je sache. Bien. Vol Air France, ce soir 21h45 vers Paris. Embarquement à 19h. Vous confirmez? Je confirme. 21h45. Dans 9 heures, je serai dans un avion. Demain matin, j'embrasserai Sophie et les jumeaux. Cette guerre du Golfe, je la raconterai de Paris, en sécurité, loin des missiles iraniens. Mais en sortant du consulat, valise à la main, billet d'avion dans la poche, je n'avais pas l'impression d'avoir eu de la chance. J'avais l'impression d'avoir été témoin de quelque chose. Le moment où tout bascule. Le moment où on réalise que la guerre, ce n'est plus quelque chose qu'on regarde aux informations. C'est quelque chose qui vous trouve, même quand vous dînez tranquillement dans un restaurant de luxe, même quand vous buvez du champagne en regardant la mer. Ce soir-là, dans l'avion qui décollait de Dubaï, j'ai regardé par le hublot. Les lumières de la ville scintillaient comme d'habitude. Palm Jumeirah dessinait sa silhouette parfaite dans la nuit. Rien n'avait l'air changé vu du ciel, mais tout avait changé. Un civil était mort à Abu Dhabi, le premier. Il ne serait pas le dernier. La guerre était entrée dans le Golfe. Elle était entrée dans nos vies, dans la mienne. 3 jours plus tard, de retour à Paris, j'ai écrit mon article. Dubaï, la nuit où la guerre est arrivée. Mes collègues l'ont trouvé bien écrit. Mes lecteurs l'ont partagé sur les réseaux sociaux. Mon rédacteur en chef m'a félicité. Mais moi, je sais quelque chose qu'ils ne savent pas. Je sais ce que ça fait d'être assis à une table, un verre à la main, et de voir soudain le ciel prendre feu. Je sais ce que ça fait d'appeler sa femme et de ne pas savoir quoi lui dire. Je sais ce que ça fait de monter dans un bus d'évacuation. Et je sais que ça peut arriver à n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Même à vous, qui regardez cette vidéo. Même à moi qui la raconte. Si vous regardez ceci, partagez-le. Les gens doivent savoir ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. Pas les communiqués officiels, pas les analyses géopolitiques. Juste ça. Un homme qui dînait tranquillement et qui s'est retrouvé au cœur d'une guerre. Demain, les missiles iraniens frapperont peut-être d'autres villes. D'autres gens dîneront tranquillement quand le ciel prendra feu. Abonnez-vous si vous voulez connaître la suite. Parce qu'il y aura une suite. Il y a toujours une suite.